Bonjour à tous. Merci l'ASFAR, merci les modérateurs. Je m'appelle David Courret. Donc, effectivement, je travaille au Centre hospitalo-universitaire de La Réunion. Et la thématique d'aujourd'hui, c'était quel monitorage non invasif cérébral en neuroréanimation en 2023. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc la question un petit peu centrale, c'est d'essayer d'évaluer, de voir un petit peu l'activité cérébrale qui est, comme vous le savez tous, très complexe, qui dépend de plein de choses. Et donc ces outils de monitorage, on essaye d'approcher un peu le débit sanguin cérébral, l'oxygénation cérébrale, le fonctionnement, le couplage métabolique, très difficile à avoir en clinique, et le système nerveux autonome. Donc pour ça, ces monitorages, le but, c'est d'essayer de voir un peu, de monitorer l'ischémie secondaire qui pourrait apparaître, d'évaluer l'état de l'activité cérébrale, pourquoi pas d'évaluer l'état de conscience, d'essayer d'évaluer la profondeur d'anesthésie et le pronostic. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme monitorage non invasif en 2023 ? Donc, on a ces outils. Donc, en premier, on a la NIRS. Ensuite, on a le monitorage de BIS, l'indice bispectral, l'électroencéphalogramme et enfin la pupillométrie quantitative. Donc la NIRS, vous le savez tous ou peut-être pas, donc c'est de la spectrométrie de proche infrarouge, donc c'est un émetteur, deux récepteurs toujours. Il peut y avoir plusieurs émetteurs et ça envoie 2 à 5 ondes lumineuses qui vont jouer avec des chromophores qui vont permettre d'évaluer, de quantifier l'hémoglobine oxygénée et la désoxyhémoglobine qui réagissent dans ces longueurs d'onde pour calculer un rapport qui va être la saturation tissulaire en oxygène. Et donc ce rapport, c'est l'hémoglobine oxygénée sur l'hémoglobine totale contenue dans le tissu. Et donc on voit sur le premier schéma que ça explore, donc c'est un monitorage qui est régional, dit régional, ça explore une petite partie du cortex. Et cette saturation tissulaire en oxygène, elle va varier un peu avec beaucoup de déterminants que sont la saturation artérielle en oxygène, la saturation veineuse en oxygène qui dépend elle-même de la consommation, du débit sanguin cérébral, de l'hémoglobine systémique. Donc difficile à interpréter sans prendre en compte tous ces paramètres. Donc on a différents appareils qui sont disponibles. Pas tous le sont en France et ils sont différents en fonction du nombre de longueurs d'onde des émetteurs. Et quelque chose qui est important de connaître, c'est qu'ils ont tous des algorithmes propriétaires qui sont différents. Et donc chaque étude porte sur un appareil et est valable pour cet appareil. Quand on regarde un petit peu, on peut être surpris dans cette étude-là qui compare deux dispositifs, de voir dans le blanc des Altman des limites d'agrément qui sont assez importantes avec un biais qui est pas tolérable. On est en moins 30 plus 22. Et quand on regarde sur le schéma de droite, c'est des patients qui vont aller en anesthésie, donc des patients qui sont indemnes de lésions cérébrales. Quand on pose le moniteur, le même moniteur, on va avoir des valeurs qui sont très variables. Et donc, une des règles quand on utilise la NIRS, c'est de la mettre en place avant toute oxygénation, avant toute thérapeutique. Et ça va être pas le chiffre absolu qui va être important, mais surtout la variation et l'évolution du chiffre qui va être plutôt à être pris en compte. Et donc, une des grandes limites de cette technique en réanimation, c'est sa contamination par le sang de la carotide externe, avec toutes les autres limites. Et particulièrement en neuroréanimation, parce que c'est sur le sujet du jour. On voit que sur cette revue, les publications sur le traumatisé crânien depuis les 5 dernières années, sont en chute libre. Et quand on regarde un peu la diversité des patients qu'on a dans nos réanimations, on comprend pourquoi. Bon, à la rigueur, les lésions axonales diffuses, ça peut potentiellement marcher. Mais à La Réunion, comme ailleurs, les patients traumatisés crâniens, il y en a pas mal qui sont alcooliques et qui ont des facteurs de risque. Et donc, vous voyez les contusions bifrontales, vous voyez l'hygrome bilatéral. On imagine qu'avec l'hygrome bilatéral, les 2-3 cm de monitorage de la NIRS vont être pris en défaut. Donc, effectivement, en réanimation, c'est difficile d'utiliser cet outil pour toutes ces limites que je viens de vous exposer. Et donc, il y a quelques études, une étude un peu ancienne en 2015 qui montrait qu'il n'y avait aucune corrélation entre la NIRS et le monitorage de PTiO2, qui est un autre monitorage invasif d'oxygénation cérébrale locale. Et une étude plus récente montrait qu'il y avait
une mauvaise corrélation quand on essayait d'optimiser la pression artérielle moyenne après un arrêt cardiaque en fonction de l'autorégulation du débit sanguin cérébral. Et bien, entre le PRX et la NIS, il n'y avait pas de bonne corrélation. Donc ensuite, on a un autre moniteur qui est rentré dans les réanimations depuis l'anesthésie, depuis assez longtemps, qui est le monitorage de BIS, donc l'index bispectral, pardon. Donc il y a une analyse EEG, alors monofrontale ou bifrontale en fonction de l'électrode qu'on choisit, et qui va, avec une transformée de Fourier, transformer le signal électroencéphalographique avec un algorithme, une black box ou un algorithme propriétaire, qui va transformer cet EEG en chiffres. Et plus le chiffre est haut, plus on est éveillé. Et plus le chiffre est bas, plus on est profond en anesthésie, plus on est sous hypnose. Et donc ça permet au bloc opératoire de monitorer la profondeur d'anesthésie. Et donc on sait qu'en réanimation, un des problèmes majeurs du BIS, c'est sa forte dépendance à l'électromyogramme, les contaminations par électromyogramme. C'est pour ça que vous voyez sur le premier panneau qu'il y a cette échelle d'EMG qui permet de voir la qualité du signal. Et pour interpréter un BIS, il ne faut pas avoir de contamination musculaire. Les études, donc il y a une étude très ancienne, pas très ancienne, mais qui montre effectivement qu'il y a une corrélation directe, c'est linéaire entre le BIS et les ratios-suppression. Les ratios-suppression, ça va être les silences qu'on essaye de monitorer quand on va faire des sédations profondes. On voit que quand il y a un BIS inférieur à 30, on a une relation qui est linéaire entre le BIS et le taux de ratiosuppression. Donc effectivement, ça va être un outil qui va permettre de monitorer plutôt cette sédation-là. Et donc il y a une étude récente qui a essayé de tester l'évaluation de BIS bifrontale, donc avec 2 électrodes pour voir un index de symétrie, dans le cas particulier de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, anévrismale, pour essayer de détecter les ischémies secondaires retardées avec un design un peu rétrospectif, des résultats qui semblent intéressants, mais avec tous les écueils qu'on a, les limites, c'est difficile de l'extrapoler et de le généraliser. On pourra en discuter après pour faire un sondage qui utilise le BIS dans vos services de neuroréanimation et sur des patients cérébro-lésés. Donc, pour poursuivre, l'électroencéphalogramme. Donc effectivement, l'électroencéphalogramme, depuis l'apparition des EEG numériques, des EEG continus, sont rentrés en réanimation et on voit qu'il y a de plus en plus de thématiques d'utilisation. Donc ça, c'est une revue de l'ESICEM en 2013 qui a essayé de formuler des recommandations sur l'utilisation de l'électroencéphalogramme en réanimation. Alors je vous ai mis en bleu un peu pâle ce qu'on pouvait faire en EEG continu, donc avec des moniteurs dédiés pour la réanimation. Et donc, effectivement, on retrouve tout ce qui se fait habituellement, l'épilepsie, les traumatisés crâniens, les hémorragies sous-arachnoïdiennes, avec quelques études sur la surveillance de l'ischémie secondaire, l'AVC hémorragique et ischémique, et l'arrêt cardiaque, avec, on va le voir plus tard, sur l'évaluation pronostique. Je vous ai mis, alors, en bas à droite, c'est le schéma standard où on place les électrodes sur le scalp, le système 10-20. Et je vous ai mis à côté un système qui est simplifié, qu'on utilise nous dans notre service de neuroréanimation pour surveiller les ratios-suppression, l'imprégnation barbiturique. Au moins on va avoir d'électrodes, au moins on va détecter d'épilepsie, au moins on va détecter des choses particulières. Donc là, nous, on l'utilise essentiellement pour le monitorage de coma profond, sous propofol ou sous coma barbiturique. Effectivement, comme toutes les techniques, il y a des limites à connaître pour pouvoir interpréter les résultats. Et en réanimation, je vous ai mis un patient extrêmement lourd avec une ECMO, la ventilation, la dialyse, l'électroencéphalogramme, comme les autres paramètres que je vous ai montrés juste avant, est dépendant de beaucoup d'artefacts qu'il faut prendre en compte. Et ça nécessite aussi des ressources. Donc quand on réfléchit en termes de matériel, de management, ça nécessite un matériel dédié. Donc il y a les systèmes portables des neurologues qui viennent faire l'électroencéphalogramme de 20 minutes, 30 minutes. Et puis après, on peut avoir des systèmes pour pouvoir avoir des monitorages continus qui sont des systèmes qui se mettent sur les scopes maintenant. Et donc c'est un matériel qu'il faut acheter, donc ça a un coût effectivement. Ça nécessite aussi de former le personnel à l'utilisation de cet outil.
Donc quand on va faire du monitorage continu, on évite de le faire avec des aiguilles, par exemple, parce que les infirmiers, quand ils vont faire les pansements, c'est des cérébrolésés, hein. Quand ils vont faire les pansements, ils peuvent se blesser, donc on va utiliser des cupules. Ces cupules, il faut les tester, donc une fois par vacation, il faut tester l'impédance pour savoir si le signal est bon, si le signal est de bonne qualité. Et donc il faut une formation du personnel et surtout il faut une formation un personnel qualifié pour l'interprétation. Et on va le voir, le problème de l'électroencéphalogramme, c'est qu'on est en réanimation. Les patients ils sont cérébrolésés, ce n'est pas de l'électroencéphalogramme de laboratoire en neurologie chez des patients qui vont, entre guillemets, bien. Ils sont malades, ils viennent faire un EG, mais nous, on a des patients très particuliers avec forcément des tracés qui sont très particuliers. Et donc, ça nécessite une formation des neurologues à l'interprétation de l'EG en réanimation. Et effectivement, on voit de plus en plus dans des études sortir que des neuroréanimateurs se forment à l'interprétation. Alors, c'est un peu comme l'échocardiographie, on n'est pas des cardiologues, mais si c'est pour interpréter des beurres suppression, de voir un état de mal épileptique, essayer de repérer éventuellement des ondes métaboliques, on peut se former. En tout cas, il faut le planifier. Et donc, quand on parle de ces limites, il faut connaître les limites d'interprétation de l'électroencéphalogramme. Et dans cette étude-là, en 2015, on pouvait voir que quand on qualifiait l'EEG de malin, après un arrêt cardiaque, il y avait un agrément qui était considéré modéré entre les différents observateurs qui analysaient cet électroencéphalogramme. Et quelque chose qui est assez important à connaître, c'est la réactivité à l'électroencéphalogramme. La définition de la réactivité, elle est vraiment pas simple, c'est pas facile. Et là, c'est une corrélation qui est vraiment très très faible. Et ça a été republié après en 2018, où là, ils ont pris 6 neurologues, ils ont pris toute une cohorte de patients avec des électroencéphalogrammes après un arrêt cardiaque, et ils ont essayé de voir s'ils considéraient qu'ils étaient réactifs ou pas. Et on voit qu'il y a vraiment des réponses qui sont très hétérogènes. Et c'était pour amener un peu l'idée de l'intelligence artificielle et des méthodes quantitatives. Et le petit panel tout en bas, là on voit que ceux qui sont de mauvais pronostics en noir sont tous aréactifs. C'était de l'EEG quantitatif avec une intelligence artificielle qui permettait, entre guillemets, de faire mieux que l'être humain. En tout cas, il faut savoir que l'EEG de réanimation, toutes ces études montrent que ce n'est pas des EEG habituels et donc ça nécessite une nomenclature qui est particulière. Et cette nomenclature particulière, elle a été publiée en 2021 par la Société américaine de neurophysiologie. Alors je vous passe, il y a beaucoup de choses, mais globalement ce qui nous intéresse beaucoup en réanimation, ça va être les beurres suppression, les tracés de haute malignité. Donc pour l'arrêt cardiaque, la haute malignité, c'est supérieur à 50% de suppression, jusqu'à un tracé complètement supprimé. Ça, c'est le tracé de haute malignité. Et puis la réactivité, c'est plusieurs stimulations avec un va-et-vient entre le tracé de fond non stimulé, le tracé qui apparaît après stimulation. Et il faut qu'il y ait un retour à l'état d'équilibre. Et si la première stimulation n'est pas probante, il faut en refaire une autre et c'est des stimulations qui sont calibrées. Le tout était d'essayer d'homogénéiser la terminologie de ces électroencéphalogrammes compliqués encore une fois pour pouvoir faire des études comparables, effectivement, mais surtout pouvoir interpréter les EEG en réanimation et avoir des bonnes réponses de la part des neurologues. Et donc l'électroencéphalogramme est rentré effectivement depuis de nombreuses années sur les recommandations de l'arrêt cardiaque. Donc ça, c'est les recommandations de 2021, où effectivement c'est le tracé de haute malignité qui permet d'être pronostic entre guillemets, mais comme on l'a vu dans toutes les autres sessions, c'est pas un outil, ça va être une combinaison d'examens. Et c'est ce tracé-là qui est suspect de haute malignité qui est pris en compte pour dire que le patient peut avoir une mauvaise évolution. Donc quand on fait du monitorage continu de l'électroencéphalogramme, on va se retrouver avec des diagnostics nouveaux, des lésions qu'on va évidemment de plus en plus diagnostiquer et trouver. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces lésions? Et donc cette étude-là en 2022 dans le New England après l'arrêt cardiaque, ils ont essayé de corriger les anomalies électroencéphalographiques qu'ils trouvaient après l'arrêt cardiaque par des traitements antiépileptiques. Et il n'y a pas de bénéfice sur le long terme à traiter ces patients et d'essayer d'avoir un tracé EEG. Et donc, ils ne préconisaient pas de prophylaxie antiépileptique. Par contre, ils s'accordaient tous à dire que ces lésions, avoir un EEG anormal après un arrêt cardiaque, ça montre quand même qu'il y a des lésions cérébrales derrière. Donc, il y a une traduction clinique, en tout cas à l'imagerie, qui peut être retrouvée. Donc, c'est des patients qui ont une atteinte cérébrale corticale après l'anoxie. Pareil, quand on fait de l'EEG continu, maintenant, c'est sur des AVC hémorragiques.
on trouve des lésions, on trouve de l'épilepsie. Et là, dans cette étude Pitch publiée en 2022, les auteurs ont traité avec un traitement prophylactique les patients qui avaient un AVC hémorragique, avec des petites différences au niveau des patients. Donc, dans le groupe placebo, il y a plus d'hématomes profonds. Dans le groupe traitement, il y a un peu plus d'hématomes lobaires, donc ils sont un peu plus à risque et encore on pourra discuter d'épilepsie. Et donc, les auteurs trouvaient que quand on mettait un traitement prophylactique, on avait moins d'épilepsie, épilepsie à l'EEG, des fois épilepsie à l'EEG et clinique, c'est les plus importantes selon moi. Mais pareil, il n'y avait pas d'impact sur le pronostic neurologique à long terme. Donc on découvre des choses, mais est-ce qu'il faut forcément les lisser avec un traitement? Est-ce qu'il faut forcément agir dessus? Là, la discussion est encore ouverte. Et pour l'instant, ce n'est pas encore recommandé de mettre un traitement prophylactique à tous les patients qui rentrent en réanimation avec un AVC hémorragique. Une autre évolution de l'électroencéphalogramme qui est intéressante en réanimation, ça va être l'EEG quantitatif et toutes les techniques qui permettent de mesurer, d'avoir des chiffres. Et donc là, vous voyez un tracé EEG natif en haut à droite, et avec la transformée de Fourier, on arrive à dichotomiser ce tracé en plusieurs sinusoïdes de périodes différentes. Et l'impact de ces sinusoïdes sur le tracé initial permet de quantifier en fonction des différentes périodes et d'avoir une quantification couleur, d'avoir l'activité cérébrale. Et donc des auteurs peuvent faire des cartographies cérébrales, ça s'appelle la densité spectrale de couleur. Et donc une revue assez récente qui a cherché à trouver comment était utilisé cet EEG quantitatif dans les services de réanimation. Ils étaient utilisés de façon assez hétérogène, donc il y a pas mal de gens qui font alors le pronostic, mais essentiellement ça reste quand même de la détection d'épilepsie et les bursts suppression. Et qui interprète ces électroencéphalogrammes? Donc on a de la chance, dans 97% des cas, c'est quand même des neurologues. Il y a des internes aussi, et puis on voit arriver des neuroréanimateurs aussi. Et dans quelques études, il y avait même des paramédicaux qui pouvaient interpréter aussi également. C'est assez hétérogène encore l'utilisation de cet EEG quantitatif. Quelques études pour vous montrer un petit peu l'intérêt que ça pourrait avoir, mais ça reste encore de l'EEG de recherche. C'est par exemple la qualification d'éveil conscient non répondant. Donc des patients qui vont être dans le coma, qui ne vont pas pouvoir répondre, et avec une stimulation particulière, avec l'EEG quantitatif, on va pouvoir définir des patterns de patients qui pourraient être conscients, éveillés, mais qui ne répondent pas. Donc ça, c'est une première étude en 2019, et en 2022, cet état de dissociation cognitivo-motrice, donc le patient qui ne peut pas répondre, mais on voit le tracé qui s'active dans la tête, avait une meilleure évolution pronostique à long terme quand ils étaient diagnostiqués comme ça. Donc effectivement, c'est des petites séries, mais c'est des choses qu'il faut connaître. Ça va arriver dans les réanimations petit à petit avec l'intelligence artificielle, avec toutes les aides technologiques qu'on connaît à l'heure actuelle. Enfin, la pupillométrie. Donc, on en a parlé pas mal aujourd'hui. Donc avant, le stylo lumineux, la réglette. Après, on a la pupillométrie quantitative. Donc on va explorer avec cette pupillométrie, donc le système, on est sur le réflexe photomoteur, donc la lumière, la contraction pupillaire. On va évaluer l'activité du système nerveux autonome, et on va évaluer l'activité au niveau du tronc cérébral. Donc on était sur l'électroencéphalogramme qui était plutôt une activité corticale, et là on a un autre monitorage qui va être plutôt plus profond, qui va essayer d'évaluer la fonction du tronc cérébral. Donc on a deux types d'appareils. On a le NeuroOptics et le NeuroLight. NeuroOptics qui fait avec la lumière ambiante, donc qui est dépendant de la lumière ambiante, mais qui a été publié comme ça avec leur score, le NPI, et le NeuroLight de IDEMED avec un cache qui permet de mettre la pupille dans un contexte lumineux, donc une absence de lumière complète. Et comme on l'a dit pendant le forum, quand vous faites une analyse de la pupillométrie, il faut que l'œil contralatéral soit fermé pour pouvoir s'amender du réflexe consensuel. Donc l'examen pupillaire manuel, ce qu'il y avait avant, une terminologie qui était assez hétérogène, 40% d'hétérogénéité entre les examinateurs,
l'ambiance lumineuse qui altère la mesure, difficile de détecter un réflexe photomoteur quand c'est sur des pupilles de petite taille. Encore une fois, l'acuité visuelle 10 sur 10, c'est 1 mm de variation à 1 mètre qui est visible, pas tout le monde a 10 sur 10. Très bonne corrélation interobservateur avec ces outils. On connaît à peu près la taille des pupilles chez les volontaires sains. On sait que les patients de réanimation ont des pupilles qui sont déjà plus petites, avec des réflexes photomoteurs qui sont plus bas. Ces appareils permettent d'avoir des mesures fiables, quantitatives. Ça permet de détecter mieux les anisocories que ce que fait l'être humain, entre guillemets. Et elles sont, donc ça devient recommandé, si on a un pupillomètre, de l'utiliser comme outil pronostic quand on veut évaluer le réflexe photomoteur après un arrêt cardiaque. Et donc des études qui effectivement montrent un potentiel intérêt pronostic de cet outil dans des cas très particuliers, avec le NPI après un arrêt cardiaque, donc un NPI très bas, pas beaucoup de patients qui ont une bonne évolution avec, le NPI qui est corrélé aux autres paramètres qui sont dits d'intérêt comme l'EEG, les N20, le NSE. Une étude très récente sur les cérébro-lésés en général, donc avec les traumas crâniens, l'hémorragie méningée, les AVC hémorragiques, et le NPI permettait de prédire un peu l'évolution pronostique. Et en tout cas, on peut voir qu'il y a des patients qui avaient un NPI inférieur à 0 qui ont quand même bien évolué. Donc ça montre, ça dépiste des lésions, mais ça peut être traité. Donc les messages clés, c'est qu'il faut associer les systèmes de monitorage pour en améliorer la pertinence clinique. Il faut en connaître les limites. L'EEG, selon moi, c'est un binôme entre les neurologues et nous. Il faut qu'il y ait un échange. Les EEG qui marchent, c'est quand il y a vraiment une interaction avec l'équipe de neurologie. À mon avis, pour l'instant, pas d'intérêt du BIS et de la NIRS en neuroréanimation avec les données actuelles de la littérature. Donc sur la question qui était posée, pour moi, les deux éléments les plus pertinents seraient l'électroencéphalogramme et la pupillométrie qui évaluent et le cortex et le tronc cérébral. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation claire de mon point de vue. Si vous avez des questions, je vous invite à venir au micro. On a à peu près 4-5 minutes de questions possibles. Si je résume, et ce que tu as mis sur ta dernière diapo, tu mets beaucoup de lumière là sur l'EEG continu. Ma question, c'est que dans un monitorage qu'on attend continu, on met des alarmes, on met des indicateurs audio qui vont nous faire regarder le scope. Là, en fait, en pratique, il va falloir que les gens regardent l'EEG. En pratique, il n'y a pas de système d'alerte. Alors, il y a des systèmes quantitatifs qui permettent d'avoir des chiffres qui analysent l'index de symétrie, par exemple, des rapports. Il y a plein d'études sur des rapports alpha sur θ, des petits signaux où on peut mettre des alarmes. Mais il y a encore trop peu de littérature solide pour le faire rentrer encore en réanimation. Mais c'est ce qui va arriver en fait avec l'intelligence artificielle. Mais c'est surtout, je voulais pointer sur les limites et sur le fait qu'il faut bien connaître le monitorage, bien former les équipes, et que c'est un va-et-vient avec les neurologues. Avant d'arriver à une machine qui nous dit attention, lui, il ne va pas bien, il faut vraiment qu'on discute, c'est pas simple. Parce que trop monitorer, ça peut amener à un surtraitement. Oui, alors après, c'est le deuxième point qui est de savoir pourquoi est-ce qu'on monitore et dans quel point. Donc on a bien compris que le pourcentage de suppression ratio, c'est un des éléments importants et de pronostic, mais aussi peut-être thérapeutique quand on veut faire du coma barbiturique ou quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut obtenir avec du SedLine, par exemple, ou d'autres moniteurs. Est-ce que tu l'utilises? Tu penses que c'est utilisable d'utiliser comme un objet, ou du BIS, quand on veut avoir, puisqu'il y a le lien entre le BIS bas et le suppression ratio, d'avoir des objectifs de BIS bas quand on fait du pinto? Alors, ça va être sur si on n'a rien d'autre, oui. Il faut, de toute façon, c'est recommandé d'avoir une surveillance quand on va faire une sédation très profonde, que ce soit avec du pentotal ou même du propofol. Après, l'intérêt de l'électroencéphalogramme, c'est que c'est un peu plus global. Le problème du le BIS bifrontal, ça reste sur les lobes frontaux. Dès qu'on a des patients avec des grosses lésions frontales, ça peut être... Je ne sais pas ce que c'est un BIS bas quand on a des contusions bifrontales importantes. Donc c'est vrai que en réanimation, ça se démocratise. Dans les scopes, on a juste à mettre le casque et on a le scope qui enregistre. C'est des tracés natifs qui sont interprétés derrière. Mais si on n'a rien d'autre, effectivement, il faut utiliser ces systèmes-là aussi.
Une question ? Bonjour, Mehdi Gérard, Montpellier. Moi, j'ai une question de niche. La dissection carotidienne du traumatisé crânien grave, c'est une situation qui vraiment, je pense, nous pose problème à tous parce qu'en fait, on se sent toujours démuni. J'ai vu que vous utilisez des montages EEG qui étaient avec pas mal d'électrodes. Est-ce que, quelle est votre expérience ? Est-ce que vous lui trouvez une place ou est-ce que, je pense, probablement vous finissez un petit peu comme tout le monde, on va au scanner quand on a un doute et on réinjecte ? Pour l'instant, sur la fiabilité de l'EEG pour détecter l'ischémie qui apparaît, nous, on a juste le moniteur EEG continu, on n'a pas d'analyse quantitative pour l'instant. Donc, je n'ai pas de chiffres. Il faut arriver à déceler la symétrie qui apparaît du côté de la dissection une fois qu'elle est diagnostiquée. Donc, pour l'instant, on va faire comme tout le monde. C'est clinique, s'il y a des signes cliniques qui apparaissent, ou alors c'est trop tard quand il y a une hypertension intracrânienne sur un gros volume ischémique. C'est encore une question. Allez-y. Une question rapide, Laurent Carton, Besançon. Est-ce que vous avez l'expérience de ce qui est parfois proposé, en fait il y aura deux questions, PIC non invasive, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Il y a des dispositifs qui sont proposés. Et deuxièmement, Doppler transcrânien en continu avec l'utilisation de casque. Alors sur la PIC non invasive, j'avoue que j'ai rien lu qui m'a transcendé, que j'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas vous dire. Sur le monitorage Doppler transcrânien continu, le casque, ça reste utilisé, encore faut-il avoir le matériel sur des patients bien précis, les hémorragies méningées les plus graves qui sont sédatées, curarisées, où on va détecter l'ischémie apparaître, ou quand on essaye de faire varier la PPC avec un monitorage d'oxygénation. Donc effectivement, il y a une place encore pour le Doppler transcrânien. Nous, on n'a pas le casque, mais on essaye d'en faire le plus possible. Et dès qu'on a un point d'appel clinique, on va aller facilement au Doppler transcrânien. Je ne pouvais pas parler du Doppler, j'aurais bien aimé, mais on m'avait dit non. Merci. Il y a encore le temps pour une petite dernière question. Je vois quelqu'un qui s'avance. Sparjeune. Café. Alors, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que, rapport au pansement de tête éventuellement, parce que moi je travaille dans une neuroréanimation post-chirurgicale, donc beaucoup de post-op aussi, ou de gens avec des pansements de tête, donc est-ce que vous avez plus d'infections éventuellement? Comment vous faites pour mettre? Est-ce que vous mettez des casques? Non, on n'a pas plus d'infections. Après, normalement les cicatrices, c'est des manips EEG qui viennent les mettre. Elles vont les mettre en faisant attention, bien évidemment. Après, s'il y a c'est des plaies crânio-cérébrales avec un délabrement, et non, ça, on n'en mettra pas, effectivement. Mais on n'a pas, en tout cas dans l'expérience du centre, on n'a pas plus d'infections cutanées sur ce monitorage. Par contre, il faut savoir que les électrodes, les cupules, c'est pas des électrodes, c'est des cupules avec une patte particulière pour conduire le signal. On ne peut pas les laisser plus de 3 jours, quoi. Il faut les changer, il faut mettre la peau au repos. Donc on fait 24-48 heures d'arrêt de monitorage et puis après on le reprend. Ce n'est pas un monitorage continu sur des semaines et des semaines. Ça abîme un petit peu la peau. Merci. On peut peut-être demander qui a du monitorage continu de EEG chez lui. C'est pas nul. Vous êtes tous de la même équipe ou... Bon, merci beaucoup. Donc, on a du travail à faire et des choses à regarder chez nous, je pense. On enchaîne avec Fanny Boone de Toulouse, qui va nous parler de la FA, donc quelque chose d'extrêmement courant. Peut-être que si je vous demande de lever la